Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à 1h et vous avez entièrement carte blanche pour composer le menu de l'émission en fonction de votre humeur et des thèmes que vous avez envie d'aborder. Asiba et Julie vont se faire un plaisir de vous accueillir au 39 21 sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos mails sur le site europe1.fr et vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors, la personne qui m'envoie un petit message en disant « Allô, ceci est un test », eh bien reçu, hein, c'est, voilà. Ah non, c'est quelqu'un de la maison. Bon, ben, ça marche. Tout va bien. Les SMS fonctionnent, monsieur Fabrice. Tout fonctionne. Allez, nous sommes ensemble pour 2 heures. Mais je savais pas, moi, si ça vient de la maison ou si ça vient d'un auditeur. 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit. C'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Caroline Dublanche. Vous voyez, comme on a des pros dans la maison, ils testent tout. Allez, on accueille Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà, merci de prendre mon appel. Ben, je vous en prie, je suis là pour vous. Hein. Non mais reconnaissez, ça faisait pas très pro. On me dit que c'est un pro qui envoie un test sur un SMS, on met allô. C'est un peu curieux franchement. Et c'est quelqu'un qui est un pro de l'informatique, qui met allô sur un SMS. Bon, enfin, c'est comme ceux qui veulent régler le son dans les mariages, etc. Ils font bien 1, 2, 3. Bon, ça oui, c'est vrai. Je vais lui répondre en morse. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je vous écoute en fait. J'en ai 34 maintenant. Donc moi j'en ai juste un petit peu plus que vous. Je triche un peu. Mais je viens les avoir aujourd'hui, donc bon anniversaire alors Inès. Merci beaucoup. Donc alors moi je vous appelle parce qu'en fait je vous avais appelé il y a quelques temps de cela. Je vous retrace juste le cadre rapidement. Donc, je suis d'origine marocaine. Oui. Mon grand-père, donc qui était au Maroc, bon, il est plus là aujourd'hui, avait 2 femmes. Donc, en fait, il y en a une qu'on va appeler A et l'autre qu'on va appeler B. La femme A, en fait, est la mère de mon père, et la femme B est la mère d'une autre dame. Pourquoi est-ce que je précise? Parce qu'en fait, cette dame a un fils que j'ai rencontré il y a maintenant 13 ans, lors d'un mariage de famille, justement. Et donc, suite à cette rencontre, en fait, on a gardé contact. Après, on s'est revus. Et puis, au bout d'1 an, en fait, on s'est mis ensemble. Même si, j'allais dire, j'étais pas physiquement au Maroc, mais j'y allais facilement tous les 3 mois pour le voir. Et au bout d'1 an, sa mère s'en est rendue compte. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, la lignée de la femme A, en fait, ne s'entend pas du tout avec la lignée de la femme B. Ce qui peut se comprendre un peu. En général, les 2 épouses, c'est rare qu'elles s'entendent bien. Oui, du coup, leurs enfants aussi ne s'entendent pas entre eux. Eh oui, oui. Et alors que moi, je m'entends très bien avec le avec le garçon. Oui. D'accord. Et donc, alors en l'espace de 13 ans, il y a eu énormément de chamboulements parce que au bout de... Donc lui, il avait 5 ans de plus que moi, j'ai oublié de préciser. Oui. Donc moi, j'ai 20 ans, il lui 25. Moi, quand j'ai eu mon diplôme, donc mon DSS de finance, donc j'ai commencé à travailler. Et donc lui, à côté de ça, lui, il est plus dans le secteur bancaire, a demandé à être muté. Donc on l'a envoyé aux États-Unis. Mais je me souviens de vous, hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Oui, parce qu'en plus, je vous avais dit que je vous écoutais partout, vraiment partout où j'ai été, je vous ai écouté, que ce soit aux États-Unis ou au Maroc d'ailleurs. Oui. Je vous suivais par Internet. Et oui, par Internet, ça c'est bien, c'est formidable, ça permet d'écouter partout, oui. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on garde le contact avec la France quand même. Oui. Donc, mine de rien, vous êtes un lien. Ben oui. Et c'est important. Et donc, alors, il est parti aux États-Unis. Pareil, j'ai demandé à aller aux États-Unis. Voilà. Oui. Je me suis arrangée, en fait, pour être consultante, pour pouvoir avoir des missions un peu partout. On est restés ensemble donc, pendant 2 ans. Oui. Lui, et alors vos familles, donc en cachette de vos familles?
Ma mère a toujours été au courant de mon D'accord. côté, Oui, mais sa mère, à lui, n'a jamais voulu. À chaque fois, elle a tout fait pour nous séparer. oui. Parce qu'à un moment, à l'âge de 22 ans, moi, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et donc, ça a été pour elle le prétexte Mm. merveilleux. Parce que, voilà, elle est malade, il faut surtout pas la toucher, c'est contagieux. Alors que ça l'est pas du Bah, tout. évidemment, oui. Elle connaissait pas. Bon, c'est comme ça. Et Mm. donc, ensuite, donc, il est retourné au Maroc. Et bon, moi, j'ai continué à travailler en France. Et donc, Oui. je pouvais le voir facilement une fois par mois. Parce qu'il y a énormément d'aller-retour, en fait, de billets d'avion entre Paris et Casablanca. Donc, c'est très pratique. Et pas très cher non plus. Voilà. Et donc, après, en 2009, donc, moi, j'ai pris une mission au Maroc parce que j'ai proposé, donc, à mon patron, d'ouvrir, en fait, une partie du cabinet à Marrakech. Donc ça a été fait, c'est ce que j'ai fait. Oui. Et donc ça me permettait d'être plus proche de lui. Et donc au bout de 6 mois, eh bien sa famille a complètement fait de l'ingérence totale et a tout fait pour. Alors au début on voulait se marier, vraiment on a réussi à les convaincre pour nous laisser tranquilles. Et mes parents Mm. étaient d'accord. Et en fait, ses sœurs à lui, en fait, elles m'ont fait vivre une vraie misère. Voilà, elles m'ont imposé de venir déménager, de vivre à côté d'elle, enfin à côté d'elle, donc la famille, de faire tout ce tout ce qu'elle voulait que je fasse. Donc en fait, on voulait me guider plus que de me laisser vivre tranquillement ma vie avec leur frère. Donc je n'ai pas supporté. Mais qu'est-ce qu'il en disait, lui? Il se laissait Lui, faire? j'étais un peu perdue, à vrai dire, parce que Non, mais entre-temps, c'était déjà un petit peu le cas quand vous m'aviez appelé. Il Ouais. avait du mal un petit peu à réagir, à s'affirmer par Ouais. rapport à sa famille, hein. Oui, parce qu'en fait, là, il y avait un poids aussi. Alors, il y a, j'allais dire, les prétextes parfois que certains parents utilisent, c'est de dire, voilà, c'est le poids de la religion, en disant, voilà, si tu ne m'écoutes pas, je te répudie, ou je sais pas trop comment dire. Je Bah, renie, ça me ils peuvent pas, oui, oui, renier peut-être, mais elle va pas Ouais. répudier son fils. Ouais, ça a été ça, et elle lui a dit, si tu continues, je vais me suicider. Oui, C'est ça pas c'est du normal que tu chantage, c'est te autre suicides. chose. Ouais, ouais. Mm. Et lui, il est tombé dedans, donc il était un peu déchiré. Il dit, je sais pas, est-ce que je te suis, je suis ma mère, je sais pas trop quoi faire. Et donc, parallèlement à ça, il avait changé, il avait beaucoup changé. Le fait de les fréquenter, d'être resté avec eux, il l'avait pollué en fait. Il est devenu négatif, aigri. Il critiquait tout le monde et tout, rien ne lui plaisait. J'arrivais plus à le suivre. Mm. Et ils l'ont contaminé, des fois je dis ça comme ça, mais c'était très compliqué. Et donc, il y a 6 mois, donc je suis retournée le voir pour essayer de le récupérer, mais pas affectivement, mais plus qu'il reprenne goût à la vie en fait, parce qu'il il en est arrivé même à faire une tentative de suicide, Mm. parce qu'il tellement il était perdu. Et donc maintenant ça va mieux. On a repris les choses, pas vraiment où elles étaient, mais un peu moins. Parce qu'évidemment, il a été assez marqué par le chantage affectif que sa mère a fait, en fait. Hein. Et puis que ses sœurs ont pris parti contre moi. Parce que je suis pas quelqu'un de méchant, hein, mais bon, c'était facile, j'allais dire. Et donc aujourd'hui, j'allais dire, on y va petit à petit, à tâtons, mais à côté de ça, j'ai des amis qui me disent d'éviter de le fréquenter parce qu'il y a quand même un lien, j'allais dire, on a quand même un grand-père en commun, quand même. Je sais que les gens se marient souvent entre cousins. C'est pas vraiment un cousin. Je sais pas si je peux vraiment dire que c'est mon cousin. Bah, Parce vous avez qu'on le même grand-père? Oh, d'accord, bon. Bah oui. C'est mon cousin, Si, d'accord, oui, ok. c'est votre cousin. Ouais, d'accord. Bon, il y a aussi ce risque-là, hein, Oui. c'est juste des amis qui m'ont dit voilà que c'était un signe, justement, peut-être qu'il fallait justement prendre note de ce signe, de cette séparation, que c'était plus un signe prémonitoire de justement qu'il fallait éviter de conclure en fait cette union entre lui et moi, plus par risque de multiplier les tares, si on veut, même si je sais qu'il y en a pas dans ma famille a priori, mais bon, il y a quand même un risque. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas, est-ce que
dois donner une chance à cette histoire ou tourner la page, parce que ça me bloque même dans ma vie, parce que bon, il n'est pas ici, il est au Maroc. Lorsque je prends un verre avec quelqu'un, j'ai l'impression de tromper alors que on n'est pas vraiment ensemble. Je n'arrive pas à avancer. Oui. Non, je l'attends. J'ai l'impression de l'attendre, en fait. Là, en ce moment, donc, oui, pardon. Il a repris des études, donc pour faire un MBA toujours à Casablanca, et voilà, il m'a dit j'ai besoin de me réinscrire socialement, j'ai besoin de me donner une valeur sociale, parce qu'il a été tellement cassé qu'il ne s'accordait plus de valeur, il savait plus ce qu'il était, il savait plus ce qu'il valait. J'ai l'impression que vous êtes forte pour deux dans cette histoire, que vous êtes, vous portez beaucoup de choses toute seule. Parce que cet homme est très pris dans sa famille qui, bon, certes, votre famille s'oppose moins à votre histoire que ne s'oppose sa famille, sa mère et ses sœurs. Et c'est une histoire de famille. Ça complique beaucoup les choses parce que, voyez, vous avez hésité en disant, je ne sais pas si je dois dire que c'est mon cousin. Et de fait, oui, c'est votre cousin. Vous avez le même grand-père. Et ça en devient une histoire familiale. Parce que vous héritez de tous les conflits de famille. C'est vrai. C'est-à-dire des histoires qui vous dépassent puisque des conflits qui existaient bien avant votre naissance, à tous les deux. Puisque les femmes de votre grand-père se détestaient de par la situation. Voyez, et donc après, ça a créé aussi les enfants nés de ces relations eux-mêmes ont hérité de ça. Donc vous héritez vous-même de ce poids-là et vous êtes pris dans cette histoire familiale. C'est tout compliqué, c'est très compliqué. Alors il y a aussi le fait qu'on dit oui, il est préférable de se marier en dehors de sa famille. Alors même si les mariages entre cousins germains sont autorisés en France, mais c'est vrai que sur un plan, on vous dit de brassage sur le plan génétique, c'est vrai qu'il est toujours préférable de se marier en dehors parce qu'effectivement, il y a moins de risques s'il y a des gènes porteurs d'une maladie, qu'ils se retrouvent comme ça, que ces mêmes gènes se retrouvent, s'assemblent, hein, ça renouvelle, mais en même temps, c'est là où c'est très compliqué. Et en plus, j'ai envie de dire, cet homme a du mal à prendre de la distance. C'est vrai que c'est compliqué parce que on joue sur la culpabilité. Sa mère lui fait un chantage affectif, un chantage au suicide. Vous voyez, en lui disant que s'il poursuit son histoire avec vous, elle va se suicider, ce qui est fort peu probable, hein. Mais elle est prête à tout pour le maintenir près d'elle et qu'il arrête cette histoire. Oui, parce que quand il était aux États-Unis, la raison pour laquelle il était rentré, c'est qu'elle a prétexté qu'elle avait une tumeur au cerveau, alors qu'elle en avait pas du tout. Oui, ça va très loin, vous voyez. Ouais. Mais certainement elle vous mènerait une vie impossible et que cet homme serait pris dans une situation très difficile où il serait amené à devoir faire un choix, on peut penser, entre vous et sa famille d'origine. Et que donc tous les conflits dont vous héritez, qui existaient déjà avant votre rencontre, si votre relation, ce que vous pouvez décider, hein, si vous décidez de poursuivre votre histoire avec cet homme, il y a tout lieu de craindre que il soit amené à faire un choix entre vous et sa famille, et que donc aussi si vous avez des enfants,
Il se peut que vos enfants aussi aient apporté eux aussi le poids de ces conflits-là, voyez, parce que c'est pas forcément parfois la famille s'apaise quand arrivent les petits enfants, mais pas toujours. Ouais. Mais là, en plus, oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que là, elle a un petit-fils son autre fils a eu un enfant, et comme elle n'a pas choisi sa belle-fille, elle refuse à ce jour de voir l'enfant. Vous voyez, il a 4 ans. Et, oui, donc ça ne l'a pas fait fléchir. Ah non, du tout. Au voyez, contraire. elle aurait pu. Voilà, c'est ce que vu ce que vous me dites d'elle, de la mère de votre amie, voyez, qui va quand même jusqu'à faire du chantage au suicide, à s'inventer une tumeur au cerveau, et on peut craindre, et compte tenu de l'héritage familial, que même l'arrivée de petits-enfants ne lui fasse pas changer d'attitude. Et là, vous me confirmez, elle a beau avoir un petit enfant de 4 ans, elle ne l'a pas vu. Et c'est terrible parce que les enfants arrivent, on leur fait payer ce lourd tribut, alors qu'eux, ils n'ont rien demandé, évidemment. Et puis elle a énormément d'orgueil, parce que bon, c'est vrai que son mari est avocat, mon père, moi, il a été ouvrier dans l'automobile, donc elle s'estime être bourgeoise, et elle dit voilà, on va pas aller se lier avec quelqu'un qui n'est pas d'une lignée, si vous voulez. Oui, ça serait une mésalliance pour elle. Ouais, voilà. Alors qu'on réfléchit plus comme ça, de nos jours, il y a encore des gens un petit peu bloqués. Bien sûr. À ce niveau-là. Et le fait qu'il ait préparé un MBA, justement, c'est un sésame, si vous voulez, parce qu'il veut sortir de ça. Et moi, je lui dis, voilà, tu termines ton diplôme et on va dans n'importe quel pays, mais pas à côté d'eux. Voilà. On a heureusement les moyens, je veux dire pas financiers, mais en tout cas, on a des ça serait la solution. Ça serait la solution qui puisse trouver, qu'il ait la force de caractère, d'essayer finalement de pas céder au chantage et de faire sa vie malgré tout. Et même si c'est compliqué, même si c'est très douloureux, parce que on ne devrait pas avoir à faire ce choix, qui comprennent que finalement il n'est pas responsable de ça, et que sa mère agit ainsi parce que elle a elle-même une histoire douloureuse et qu'elle a été mise en rivalité avec cette autre femme, du fait que votre grand-père avait 2 épouses, et que ces 2 épouses donc ne s'entendaient pas. C'est très difficile, la polygamie pour les femmes. C'est horriblement, c'est terrible. Mais c'est terrible, parce que, et du coup même pour les enfants ça crée des rivalités, des tensions terribles. Donc cette femme a sa décharge, elle porte le poids de tout ça, et donc il faudrait que votre ami comprenne que sa mère, elle porte le poids de toute cette histoire, que lui, il faudrait qu'il arrive à prendre un peu de distance par rapport à ça et qu'il puisse construire sa vie, et que finalement elle ne fait lui infliger les mêmes blessures qu'elle-même a reçues. Voyez, mais vous ne pouvez pas vous porter ça toute seule. Parce que là, ça commence à être pesant. J'ai beau l'aimer, je comprends. C'est bien, mais au bout d'un moment, j'ai plus la force, et le temps est long. Sa formation se termine en septembre. J'ai l'impression que non, mais surtout que je me permets, je vous interromps, mais vous avez quand même, on vous a diagnostiqué une sclérose en plaques qui jusque là, et vous n'avez pas eu pas de poussée. Mais vous savez que c'est dans ces maladies comme ça auto-immunes, il faut quand même justement aussi essayez de prendre soin de vous. Et c'est ce que dit Angie, dit qui se préoccupe de vous? Exactement, on me dit tout le temps c'est une bonne question, voilà. Personne, enfin ma mère. Bon, c'est important. Oui, ma mère. Mais voyez, à un moment, il faut pas que vous portiez trop. C'est important de vous, parce que dans ces maladies quand même auto-immunes, il faut être vigilant pour justement. C'est une curieuse maladie, la sclérose en plaques. Vous voyez, ces maladies qui fait qu'on fabrique des anticorps qui s'en prennent à votre propre organisme, qui vous agressent vous-même. Donc, vous voyez, attention aussi à prenez soin de vous le plus possible, quoi.
Voilà. Enfin, il faut pas être simpliste. Je suis pas médecin, mais prenez soin de vous le plus possible. Et c'est ce que Ninon dit. Cet homme ne s'exprime pas beaucoup. Il est à craindre qu'au moins de problèmes, vous n'aurez peut-être aucun soutien de sa part et vous risquez d'être vampirisé par la mère. Oui, donc vous pouvez pas, en tout cas, porter tout toute seule. Il faudrait lui qui s'affirme davantage. Alors il y a Isaac qui envoie un mail en disant: vous êtes en attente, dites-vous, mais qu'attendez-vous de ce jeune homme? Après tous ces rebondissements, la lassitude ne s'est-elle pas installée? N'êtes-vous pas arrivé au générique de fin alors que votre ami est resté bloqué sur la scène d'exposition? Il est peut-être temps de lâcher prise afin de vous épanouir ailleurs. C'est vrai, j'y ai pensé et à chaque fois j'y retourne. À croire que j'aime m'auto-flageller, je ne sais pas. En même temps, je veux pas que je joue, j'ai l'impression Mère Teresa à aller secourir quelqu'un parce que ça dépasse. J'ai l'impression que c'est plus de l'amour, c'est de la pitié après. Donc je voudrais pas transformer ça en fait. Et là, je pouvais pas l'aider. Je veux dire, je suis pas coach, je suis pas psychologue. Et donc c'est pour ça que j'ai sollicité une amie à moi qui est coach, justement, qui est allée le voir et pour l'accompagner. Et ça a pris 3 mois. Il a fait tout un tas d'exercices, des questions, des dessins, des scénarios. Enfin, et c'est là où il a pu justement prendre du recul. Et aujourd'hui, il me dit: ma mère, je ne l'aime pas, je la respecte parce qu'elle m'a mis au monde. Mais ça s'arrête là. Il n'a plus justement cette attache. Il a déménagé, il habite à 200 km de sa famille maintenant, et ça va beaucoup mieux. Il se soucie absolument pas de ce qui se passe chez eux, ça ne l'intéresse plus. Il a commencé à se détacher quand même. Oui, mais enfin bon. Je vois que la communication passe mieux, mais j'ai l'impression que j'essaye d'y croire. Ça fait longtemps que ça dure, hein. Donc il serait temps maintenant que, vous voyez, qu'il puisse montrer qu'il est prêt. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous pouvez faire et construire ensemble, hein. Voilà, là on attend juste qu'il finisse son diplôme et. Bon, alors vous pouvez peut-être vous donner cette échéance-là. Mais ce sera la dernière. Je pense parce que il faut pas que vous passiez quand même à côté de choses importantes pour vous, hein. Oui, parce que. Et puis comme vous dites, attention, si c'est l'amour qui vous mène, oui, mais pas si ça relève de le prendre comme ça sous votre aile ou par pitié ou vouloir l'aider à tout prix. Vous n'êtes pas Mère Teresa. Oui, c'est ça. Vous devez vous aider, vous. Oui. Et vous occuper de vous. Oui, parce que je ne le fais pas. Vraiment, c'est vrai, je m'occupe de toutes les personnes autour de moi, mais moi, non. Oui, mais occupez-vous de vous. Ok, bon, comme ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Merci voilà, beaucoup. Oui, mais c'est ça. Parfois, on s'offre des choses matérielles, les choses, et en cadeau d'anniversaire, on peut dire effectivement aussi prendre soin de soi. Okay. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est important. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Inès. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Alors des messages justement qui arrivent. Saillant dit il y a des conflits trop importants et ça depuis longtemps pour espérer construire une relation équilibrée avec cet homme. Pourquoi ne pas songer à passer à autre chose? Titi aussi dit peut-être il faudrait laisser tomber. Il y a tellement de personnes pour vivre une belle histoire d'amour. Et puis Nadège dit la distance kilométrique arrange les choses momentanément. Inès nous disait que cet homme s'était éloigné un peu de sa famille, mais les racines restent et sans travail pour prendre de la distance psychologique, je ne pense pas que cet homme arrivera à assumer sa nouvelle vie, dit Nadège. Avant d'accueillir Sabah, je voulais vous faire part d'un coup de cœur pour une pièce de théâtre qui s'appelle Un chien dans ma vie, une pièce de Sophie Guiter. Alors le thème, c'est finalement c'est un soir un chien qui vient frapper à la porte de la SPA parce que il cherche son maître. Il n'a pas encore compris que son maître l'avait abandonné. Et là, il va rencontrer une vétérinaire qui va changer le cours de sa vie. Alors, c'est une comédie humaine, un chassé-croisé entre un chien qui est bavard,
dépressif, et une vétérinaire qui va s'improviser psychanalyste. Donc c'est une rencontre finalement entre deux solitudes, peut-être deux êtres comme ça qui vont se sauver mutuellement. Donc il y a beaucoup de situations cocasses, de moments aussi plus douloureux, mais c'est assez burlesque, et puis il y a des sentiments profonds. C'est une très jolie pièce. Et alors ce qui est original, c'est que vous pouvez venir avec votre toutou. Voilà, les chiens sont conviés. Bon, pas lors de la représentation, mais c'est-à-dire que vous pouvez amener votre chien, il sera gardé et promené en toute sécurité pendant la représentation, et ce service est offert. Donc il suffit juste d'amener son carnet de vaccination, puisque comme il est promené avec d'autres chiens, la compagnie qui promène les toutous s'assure qu'il ait bien tous ses vaccins. Donc voilà, vous pouvez venir avec votre compagnon, il sera promené pendant la représentation. Donc ça s'appelle Un chien dans ma vie. C'est au théâtre du Grand Parquet, c'est dans le 18e à Paris. Ça a lieu du 7 juin au 1er juillet. Vous pouvez aller voir sur www.legrandparquet.net. Et c'est sur réservation, évidemment, aussi au 01 40 05 01 50, 01 40 05 01 50. Voilà, je vous la recommande, Un chien dans ma vie. Bonsoir Saba. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez Caroline, je vous appelle ce soir parce que j'ai on n'appelle pas un problème, mais j'aimerais bien des explications. Donc je suis avec quelqu'un depuis 3 ans. Oui. Et en fait, quand par exemple, il y a des fois, je parle trop peut-être. Je dis peut-être, il y a des fois, quand je commence à discuter avec lui, peut-être je parle de trop. Là, je le vois qui est un petit peu, qui s'ennuie. On dirait qu'il n'aime pas quand je parle beaucoup, mais il m'a jamais dit. C'est moi que je comprends. Et quand, par exemple, je suis calme, je discute pas beaucoup et tout, là, il vient tout seul à me poser des questions. Voilà, j'ai fait ça avec les copains. Voilà, j'ai fait ça ma journée de travail, tout seul. Et il me parle. Et quand je pose des questions, et ça marchait pas un jour, je me suis dit dans ma tête, attends, je vais faire comme ça, alors je parle pas, je pose pas de questions, rien du tout. Et là, tout seul, il est venu, voilà, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, il m'a tout dit. Alors, j'aimerais bien savoir, Caroline, qu'est-ce que ça peut signifier par exemple, parce que peut-être il y a des hommes qui ils sont comme ça, je pense. Quand je suis sage, je parle pas beaucoup, je suis dans un coin, comme ça je regarde la télé ou des trucs comme ça. Là, il vient tout seul, il me dit, qu'est-ce que t'es triste? Je lui dis, moi, non, je suis pas triste. C'est là que ça le surprend, déjà, parce que c'est pas votre comportement habituel. J'ai l'impression que vous êtes plutôt quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui a tendance, voilà, qui parlait, qui est plutôt communicative et qui vous exprimez pas mal. Donc, les fois où vous ne parlez pas, ça l'inquiète. Vous voyez, oui. D'ailleurs, il vous dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es triste. Donc, ça montre qu'il est attentif à vous, qu'il se préoccupe de vous. C'est plutôt bon signe, ça. Vous voyez, c'est-à-dire il se fiche pas de vous. Quand vous ne parlez pas, finalement, ça l'inquiète. Il se dit, oh là là, elle va pas bien. C'est pas normal. Voilà, donc... Bon. Alors après, quand vous parlez, vous dites vous parlez beaucoup, c'est-à-dire que vous parlez, peut-être que quand on parle beaucoup, parfois on parle beaucoup, mais vous racontez votre journée, vous parlez de vous parlez de lui, vous parlez de quoi finalement? Enfin, je parle il y a des fois de moi, je parle, voilà, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, je parle de ma famille, par exemple, de ma maman, voilà, comme ça, il m'écoute. Mais à un moment donné, on dirait qu'à un moment donné, il en a marre de m'écouter. Mais il me dit rien. Un jour, je lui dis, mais je parle au mur, moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, mais vous aimeriez qu'il vous réponde? Je veux bien, même il me répond méchant, mais il ne faut pas qu'il me laisse dans l'air, parce que moi, je suis une femme qui dit les choses et qui cache rien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis.
Oui. Mais est-ce que vous lui laissez le temps de vous répondre finalement? Est-ce que vous lui demandez son avis? Est-ce que vous lui dites parce que parfois, vous savez, on parle justement quand on est un petit peu extraverti comme vous l'êtes, c'est-à-dire à parler beaucoup. Et ce qui est bien, ça permet de vous libérer, de dire ce que vous votre journée, ce que vous ressentez. Et c'est vrai que les femmes s'expriment plus généralement que les hommes. En général, après, il y a que des cas particuliers, mais les femmes en général mettent davantage de mots sur leurs émotions que les hommes. Bon, eh bien, vous demandez pas forcément son avis. Donc, si vous voulez un petit peu aussi une réaction de sa part, ça veut dire qu'il faut le solliciter. Peut-être lui dire qu'est-ce que tu en penses, voyez. Parce que sinon, il prend l'habitude que vous parliez, mais que vous parliez un peu toute seule. Oui, parce que j'ai essayé de lui dire, par exemple, voilà, comme ça. Des fois, par exemple, je lui dis, voilà, j'ai un problème, mais j'ai pas trouvé la solution. Par exemple, j'ai dit, il y a des moments où j'ai un petit problème que je trouve pas la solution. Il m'écoute après-midi, par exemple, pour ma mère, il me dit, j'aime pas rentrer dedans. C'est entre toi et ta mère, j'aime pas te dire ni pourquoi tu parles avec elle, ni pourquoi tu parles pas avec elle, c'est entre toi et elle. Ça me regarde pas. Moi, j'aimerais bien que j'aime pas quelqu'un me dit, par exemple, ça me regarde pas, c'est ta vie, j'aime pas ça. J'aime bien écouter, parce que de toute façon, on n'est jamais méchant vers la femme, mais ça c'est clair. Mais j'aime bien quand je lui parle, il m'écoute, il me donne des bonnes solutions, comme par exemple, en ce moment avec ma maman, ça se passe pas bien. Oui. Donc, j'aimerais bien, je demande son avis à lui, par exemple, je lui dis voilà, comme ça. Il m'a déjà donné 2 solutions, mais ça marchait pas. Et il me dit une fois, appelle, là, c'est pas grave, appelle, qu'est-ce qu'elle va te dire? Et chaque fois, je l'appelle, elle me donne des pics que j'aime pas. Alors, je lui dis, t'as vu, c'est mieux de faire, comment dirais-je, je lui donne le temps. Si j'appelle pas ma maman, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je lui laisse, elle, de temps en temps, j'aimerais bien aussi qu'elle pense à moi, de m'appeler, de me dire comment tu vas, ma fille. Je dis, alors, je vais vous interrompre, mais qu'est-ce que... parce qu'il y a 2 choses. Parfois, on parle parce qu'on a besoin de se soulager, de se dire ce qu'on a sur le cœur, parce que parler fait du bien. On n'attend pas forcément que l'autre nous donne un conseil ou une solution. D'accord. Et parfois, on attend que l'autre nous donne un conseil et une solution. Là, vous dites que votre ami vous a donné 2 conseils, que ça n'a pas marché. Bon, ce qui peut arriver. Mais est-ce qu'il vous arrive de parler et simplement parce que vous avez besoin de vous épancher, de parler, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, et donc de trouver une oreille compatissante de sa part? Oui, il y a des fois, j'aime bien parler avec lui, mais c'est juste pour, comment dirais-je, pour se libérer de ce que j'ai dans la tête et dans le cœur. Mais il m'écoute, après, il me dit rien, par exemple, il me donne pas ni de conseils ni rien, parce qu'il m'a dit, entre toi et ta famille, je rentre pas dedans. C'est entre vous, ça me regarde pas. Bon, et comment vous le ressentez, ça? Je ne sais pas, de côté, je me dis, c'est un garçon quand même qui est propre, qui est gentil, et regarde comment il rentre pas entre sa femme et... Oui, c'est respectueux peut-être. Voilà, et sa famille. Et de l'autre côté, il y a des fois, j'ai besoin des petites conseils. Mais c'est vrai, je me dis dans ma tête, il y a des fois, non, mais c'est vrai, c'est quand même, c'est un homme qui est propre, qui voilà, il ne veut pas rentrer dans... Oui. Voilà, peut-être qu'effectivement, il respecte, il ne veut pas, si vous voulez, prendre position, c'est-à-dire il vous aime, mais il respecte aussi votre mère, il sait que vous aimez votre mère aussi dans le fond, même s'il y a des conflits, et que donc il ne veut pas dire des choses contre votre mère qui pourraient vous blesser, parce qu'il s'agit de votre mère. Oui, il m'a dit, malgré lui l'histoire de elle, qu'est-ce qu'elle me fait, des trucs, mais qui ça me fait mal. Et des fois, je pleure en cachette parce que je me dis dans ma tête que, voilà, si j'ai une maman qui m'écoute et tout, je parle avec elle quand j'ai un problème. J'arrive pas à parler tout le temps avec mon copain parce que quand même, des fois, je me dis dans ma tête que mon copain, c'est pas ma soeur, c'est pas ma copine. C'est un homme, il y a des fois, il en a marre d'écouter des conneries de la famille, des amis, par exemple. Je me dis dans ma tête moi-même. Et ma maman, en ce moment, elle s'est trompée un peu avec moi, beaucoup même.
C'est-à-dire que vous le dites vous-même, à un moment, il faut pas non plus que ça devienne... Bon, votre compagnon, il peut, c'est important, on doit pouvoir confier un peu ce qui nous préoccupe, ce qui nous perturbe à l'homme ou la femme qui partage notre vie. Mais pour autant, c'est vrai que si ça commence à être trop envahissant, trop pesant, peut-être qu'à ce moment-là, oui, on doit trouver d'autres oreilles. Vous voyez, ça doit pas devenir non plus, si ça envahit tout l'espace, c'est vrai qu'il faut peut-être trouver d'autres oreilles. Oui. Parce que ça vient un peu polluer la relation de couple. C'est pour ça que j'ai dit quand même un couple, il faut qu'il ne doit pas tout dire des problèmes, des rentre le matin, ou rentre le soir, je parle de ça. Non, j'aime bien parler des trucs comme ça. Moi, je le trouve à l'écoute. Moi, je le trouve, voyez, puisque quand vous ne parlez pas, il pourrait dire, bon, aujourd'hui, elle parle pas, tant pis. Non, il se préoccupe de vous. Il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Bon. Voilà, et puis par moment, il vous donne des conseils. Enfin bon, simplement, vous êtes différents. C'est-à-dire que lui parle moins que vous. Oui. Et non, quand je parle pas, il parle beaucoup sans arrêt. Hein. Même au conducteur, il conduit la voiture sur la route, il parle. Quand il me voit, je parle pas. Mais si je parle, même si il a envie de dire des choses, on dirait qu'il dit pas parce que je parle. On dirait que je lui ai pas laissé le temps. On dirait, c'est moi qui dans ma tête, je dis ça. On dirait que je lui donne pas le tour que c'est lui qui parle, ou je lui donne pas le tour pour que c'est lui qui. On dirait. Et alors, il parle de lui? Oui, il parle de sa journée, par exemple. Voilà, j'ai vu des copains, je vais faire ça, je vais faire ça. Bon. Mais si je pose des questions... Alors, qu'est-ce qui vous gêne, dans le fond? Ce qui me gêne au fond, je me suis dans ma tête, peut-être il y a des hommes qui n'aiment pas leur copine ou leur femme pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es où, par exemple? Mais vous lui posez des questions, vous? Oui. Mais quand vous lui posez des questions, est-ce qu'il répond? Oui, il me répond normal. Il me dit voilà, il me dit comme ça, il me dit ça va, qu'est-ce que tu veux, je vais faire du mal, je te fais jamais de mal. Parce que nous, c'est quand même un grand amour entre nous. Mais je crois que c'est vous qui vous posez trop de questions, là. Oui, mais c'est ça ce que je vous dis, je crois que c'est moi. Ah oui, je crois que vous vous posez vraiment trop de questions. Oui. Parce que franchement, au contraire, c'est un signe de l'intérêt que vous lui portez. Puisque je pense que faites-lui confiance à cet homme. Si à un moment il vous disait bon écoute arrête un peu avec tes questions, là vous comprendriez que ça commencerait à lui prendre un peu la tête comme on dit familièrement. Mais c'est pas ce qu'il vous dit. Il me dit jamais ça, mais juste quand tu rentres, par gentillesse, moi, mon sourire. Je fais pas, tu te ou petit, non, pas comme ça. Je lui dis alors, t'as passé comment ta journée? Est-ce que ça a été avec des couples? Je dis pas méchant. Et c'est pour ça qu'il me répond clairement. Il me dit. Voilà, non, mais il y a deux choses. Il y a soit demander, il y a le côté montrer que l'on s'intéresse à l'autre. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Bon, voilà. Et puis, mais il s'agit pas de lui sauter sur le paletot dès qu'il a franchi le pas de la porte. Alors, ta journée était bonne. Qu'est-ce que tu as mangé à la cantine à midi? Et l'ambiance au travail était bonne. Ça va. Il faut le laisser respirer, le laisser rentrer, le laisser. Vous voyez? Et il y a une façon de poser les questions où on sent qu'on s'intéresse à l'autre, à ce qu'il a fait, et le côté intrusif où on veut tout savoir de l'autre parce qu'on supporte pas finalement quand il est en dehors de nous, en dehors de notre vie. Qu'est-ce qui peut se passer ou finalement où l'autre pourrait se dire elle est jalouse. Voilà. Ah non. Bon, alors si c'est pas ça, il n'y a pas de raison de vous poser autant de questions, Saba. Non. Vous le posez dans la mesure où il vous fait aucune réflexion. Vous lui demandez comment s'est passée sa journée, est-ce qu'il va bien, voilà. Puis quand vous sentez qu'il se renferme un peu, qu'il vous répond plus, c'est peut-être que oui, là il est peut-être un peu fatigué, il a peut-être envie d'être un peu tranquille, tout simplement. Comme par exemple, là il travaille dans un restaurant où il y a, je sais pas, je connais le restaurant mais je sais pas ce qui est intérieur, femme ou homme, ça je sais pas. Je pose pas de questions par exemple. Et là un jour je lui dis alors ça va, tu tombes bien avec les collègues et tout, mais peut-être je suis un petit peu jalouse, mais pas vraiment. Pourquoi? Mais moi je pense Saba que vous pouvez à certains moments un peu être trop envahissante. Je me permets de vous le dire parce que on le voit là, c'est-à-dire parce que vous, à force de vous poser trop de questions, c'est dans ce sens-là. À force de vous demander, est-ce que je suis pas en train d'en faire trop? Oui, parce que vous vous posez trop de questions. D'accord. Il faut faire les choses plus spontanément et faire confiance à votre ami.
Oui, Vous êtes avec lui depuis 3 ans. Écoutez, c'est un grand garçon. Si vraiment il n'était pas bien avec vous, rien ne l'oblige, il n'a pas la corde au cou pour rester avec vous. Oui, il m'a Donc déjà si vraiment il n'était pas heureux, si vous ne le rendiez pas heureux, eh ben, il serait parti. Donc, En plus, il j'ai est un enfant heureux. de 1 an. Mais voilà, donc il est heureux avec vous. Pourquoi vous doutez comme ça de vous? Donc, Oui. bon, vous avez une personnalité, vous parlez comme ça. Lui aussi, il y a des moments où il raconte sa journée, puis il y a des moments où vous avez un peu moins envie de parler. Comme lui, Oui. il y a des moments, parfois, il a un peu moins envie de parler. Ça arrive à tout le monde, ça. Mais commencez pas à mettre la petite machine là dans votre tête, à vous faire des films en disant est-ce que je lui pose trop de questions, est-ce que finalement il va dire que je l'ennuie et tout. Non, faites un peu comme vous le ressentez. Voyez? D'accord, naturellement. D'accord. Oui, bien sûr. Faites-vous D'accord. confiance davantage. Hein? D'accord. Allez, bonne soirée, Saba. Merci, Caroline. Au revoir. Se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et également toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr. Alors un mail de Chaudron de la Barque qui revient sur le témoignage d'Inès qui nous parlait de sa relation compliquée avec cet homme. Chaudron de la Barque dit: je me souviens de vos précédents passages dans l'émission et déjà vous étiez aux prises avec les difficultés de cœur et autres soubresauts imposés par votre belle famille. En vous écoutant, j'ai l'impression que les liens tissés avec votre charmant se sont distendus et vous semblez être passé à autre chose. Seulement, voilà, vous ne semblez pas vouloir l'acter. Vous avez donné beaucoup de vous-même et le retour semble être source de frustration et d'une attente renouvelée. Ne devenez pas Pénélope et vivez pleinement votre vie de manière active et non attentiste. Interrogez-vous sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous fait réellement vibrer. Après tout, ce garçon n'a fait qu'avancer et reculer pour reculer à nouveau. Allez de l'avant et que votre anniversaire marque le début d'un renouveau. Douce nuit à vous. Et puis également des mails et des SMS pour Saba qui nous appelait, qui parlait de la communication au sein de son couple, vaste sujet qui nous concerne tous. Brigitte dit: essayez d'être vigilante, de voir quand il se lasse, laissez-lui l'espace pour parler, il a peut-être envie lui aussi d'être écouté. Osiris dit: parler n'est pas échanger. Et puis Fix dit tout simplement peut-être que le silence entre vous deux lui fait peur et qu'il cherche lui aussi à le combler, puisque Saba disait qu'il parlait beaucoup également quand elle se taisait. Alors c'est vrai qu'on sentait aussi que Saba nous disait que il ne se mêlait pas des problèmes, des tensions qu'elle avait avec sa mère, mais je crois que c'est pas parce que cet homme ça se désintéressait d'elle, bien au contraire, mais tout simplement parce qu'il ne voulait pas créer de problèmes et créer de conflits entre elle et sa mère, mais certainement c'était pas la marque d'un désintérêt. Or je pense que c'est aussi ce qui un petit peu chagrinait Saba à certains moments, c'était qu'il ne s'en mêle pas. Je pense que le fait qu'il ne s'en mêle pas, c'était aussi pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Allez, on va écouter un petit peu de musique, une très belle chanson d'Henri Salvador, et après nous accueillerons Nicolas. Europe 1. « 39 21 34 centimes la minute. Pour les jours de vague à l'âme, ça n'a pas d'importance. Henri Salvador. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir, bonsoir. Caroline. Bonsoir, excusez-moi, je suis très très ému parce que je vous écoute depuis de nombreuses années
j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Et, vous faites beaucoup penser à ma maman aussi, dans ce qu'elle avait de plus merveilleux. Oui, tout à fait, en matière d'empathie, d'écoute, enfin cet altruisme que vous avez, enfin ça me touche énormément. En tout cas, bon, c'est très sincère ce que je vous dis. Merci. Donc bravo à ce que vous êtes et ce que vous faites pour les autres, quoi, tout simplement. Alors moi je vous appelais, alors oui effectivement là je viens de vous parler déjà de ma maman. Oui. Parce que voilà, il y a un lien assez viscéral avec ma mère qui m'empêche peut-être également d'avancer, c'est-à-dire que j'ai perdu ma maman d'un suicide il y a de nombreuses années, enfin il y a 8 ans. Il y a 8 ans, je sais pas. Ouais, il y a 8 ans, oui, tout à fait. D'accord. Ma maman était dépressive depuis que j'étais tout petit et on avait une admiration sans limite l'un envers l'autre. Quelque chose, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, de viscéral, en fait, de très lié. Mais c'était quelque chose aussi de très, de très pudique. Ça ne passait pas par les mots. Voilà. Et donc voilà. Excusez-moi, je suis ému un peu. Oui, je comprends. Ouais. Mais et donc du coup, maintenant à 32 ans, bon, je pense avoir un peu avancé malgré tout dans ma vie. Mais je mène une vie sentimentale qui est assez dissolue et qui ressemble beaucoup en fait à la vie que menait ma mère durant sa jeunesse, c'est-à-dire une vie totalement insouciante, désinvolte et assez assez détachée finalement au niveau des gens et des sentiments. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de transposition finalement avec ma mère. Et du coup, je suis un peu paumé, quoi. C'est-à-dire que j'ai vécu, vous savez, quand vous êtes petit et que vous avez votre maman qui vous dit que elle est pas morte et que ça va bientôt arriver, que vous avez 7 ou 8 ans, c'est quelque chose qui marque. Alors, du coup, quand vous êtes gamin, vous comprenez des choses plus rapidement que d'autres. Et c'est aussi quelque chose qui peut être défaillant pour sa propre structure personnelle, en fait. Et du coup, j'ai toujours été en retard sur certaines choses basiques. Enfin, les filles, entre autres, quand j'étais ado, c'était quelque chose de très compliqué. Les études, j'étais promis à faire de belles études et j'ai tout foiré, malheureusement. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et malgré tout, avec beaucoup de courage et d'abnégation, j'ai réussi un peu à m'en sortir, oui. rattraper le vide finalement avec les filles. C'est-à-dire que donc à l'âge de 22 ans, donc maintenant j'en ai 32, pendant 10 ans j'ai collectionné énormément de relations comme pour flatter mon ego, comme pour rattraper un certain retard finalement vis-à-vis de mes potes, vis-à-vis de certaines personnes de mon entourage propre. Et finalement, j'ai l'impression aussi d'avancer un peu comme s'il y avait un compte à rebours, et encore plus maintenant du fait d'avoir passé l'âge des 30 ans, comme si maintenant, voilà, maintenant ton retard, ça y est, tu l'as passé, il faut avancer à tout prix, corps et âme perdus. Seulement, j'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Également, de peut-être me mettre trop de pression. Voilà, en fait, voilà, je suis un peu paumé, quoi. Mes relations avec les filles n'aboutissent à rien. C'est quelque chose d'assez affligeant. Mais vous mettez de la pression par rapport à quoi actuellement? Par rapport parce que malgré tout, j'aimerais mener une vie tranquille en fait avec une nana, avoir des enfants, réussir ma vie, voilà. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir les armes, les atouts. Parce que, effectivement, quand j'étais gamin, moi, la vie familiale, je ne l'ai pas connue. Oui, quoi. C'était quoi votre vie familiale? Parce que justement, vous me parlez de votre mère, vous viviez seul avec elle? Non, enfin, c'était une vie, mais très triste, quoi. Et elle l'est toujours. Elle est toujours. Enfin,
c'est la vie familiale chez nous. C'est quelque chose que je souhaite à personne. Pourquoi c'est très triste? Alors, outre le fait que vous avez perdu votre mère. Mais si vous voulez, Caroline, non mais j'ai une sœur, Jessica, que j'embrasse très fort, mon père, voilà, également que j'embrasse très très fort. Mais on a vécu notre deuil, chacun de notre côté. Ma mère s'est suicidée dans la maison où vit encore mon père. Et cette maison, d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à m'y rendre pour aller voir mon père, qui en plus de ça est tombé en maladie, a fait un accident cérébral. Moi, on m'a découvert du diabète l'année dernière. Donc c'est assez triste et chacun vit son deuil de son côté. Les sentiments, les émotions, c'est quelque chose qui est dans notre famille qui est très très compliqué à parler, à affirmer. En fait, il n'y a que moi en fait qui tente le pas et encore c'est un peu vous arrivez à exprimer, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Je suis quelqu'un qui adore discuter, qui est très ouvert. Vous avez hérité ça de votre mère? Elle parlait beaucoup, elle s'exprimait? Non, du tout. Non, parce que vous dites qu'avec elle, il y avait pas besoin de parler. Vous aviez comme ça cette proximité, mais elle aurait pu être, même si elle était dépressive, elle aurait pu être. On peut, tout en étant dépressif, malgré tout, arriver à s'exprimer, mettre des mots sur ses émotions. Est-ce elle avait cette personnalité-là ou pas? Vous savez, la dépression, c'est une maladie, donc elle était très ambivalente, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes où effectivement ça allait très très bien et elle n'était pas toujours en dépression. Elle n'était pas toujours en dépression et puis il y a des moments où mais je pense qu'à l'époque les mots qu'elle pouvait me dire aussi c'était assez dur. C'était dur et ça me touchait beaucoup. Du coup, vous vous souvenez de certains mots qu'elle vous disait? Je me souviens de tout, là-dessus. Les Qu'est-ce mots qui vous a marqué? C'était dur, mais c'était à dire oui, Nicolas, tu vas pas y arriver en étant comme ça. Tu es un bon à rien, t'avanceras à rien dans la vie. C'était les périodes où elle était dépressive. Oui, elle s'auto-dépréciait elle-même, donc du coup elle projetait ça sur vous aussi. Elle avait cette image, elle se sentait elle-même nulle. Pas tellement confiance en moi. Forcément. C'était compliqué. Oui. Mais c'est compliqué quand on a un parent dépressif, puisqu'il renvoie aussi cette image-là à ses enfants. On revoit une image négative en fait. Oui. Et voilà, après j'ai essayé tant bien que mal de m'en sortir, mais après je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est-à-dire qu'au niveau études, j'aurais pu carrément faire quelque chose de beaucoup mieux. Pas seulement, c'est toute une histoire. Bon, vous avez fait ce que vous avez pu, mais si vous voulez, en ce moment, par rapport dans vos relations, amoureuses. Mais en même temps, vous dites, attendez, ne soyez pas non plus, ne dressez pas un constat, ayez un peu d'indulgence pour vous-même. Vous avez 32 ans, enfin, voyez, vous dites pitoyable. Bon, vous avez eu des aventures amoureuses, parce que vous me dites mener une vie dissolue. Bon, voyez, vous employez des mots. C'est quoi une vie dissolue? Après, moi, je suis quelqu'un de, je garde le sourire. Je suis quelqu'un de très, très honnête. Oui, pourquoi? Parce que vous n'avez pas des relations stables? Non, oui, totalement. Bon, et alors, pour autant, vous appelez ça une vie dissolue? On est au 21e siècle, Nicolas. Oui, peut-être. Mais, que vous aspiriez à une vie stable, que vous aspiriez justement à trouver un équilibre de vie, et ça c'est une chose, mais ne vous auto-flagellez pas non plus. Voyez, soyez essayez d'être un peu plus tendre, indulgent vis-à-vis de vous-même. Mais si votre, tant que il y a aussi la place pour un homme en plus, vous avez commencé en me parlant de votre mère et compte tenu aussi de sa disparition et de sa disparition dans des circonstances tragiques, elle laisse une béance dans votre vie, un vide terrible. Et en plus, c'est arrivé. Vous êtes perdu, oui. Vous vous retrouvez un peu comme un enfant là. Et cet enfant qui en plus, si vous voulez, c'est pas comme si ce suicide était arrivé suite à des circonstances là dans sa vie où d'un coup il y avait quelque chose qui avait vacillé elle sous ses pieds. Non, c'est depuis que vous êtes enfant qu'elle était dans la dépression. Donc vous avez toujours connu aussi une maman.
hein, Oui. qui étaient aux prises avec la dépression et qui donc par moments aussi avaient ce côté assez insécurisant. Donc, Oui. bon, vous êtes construit aussi avec une mère comme ça, qui est Avec en cette grande instabilité. souffrance. Ouais. Oui, D'accord. avec une insécurité. Donc, ça joue dans votre construction et aussi dans vos relations amoureuses. Parce que, si vous voulez, vous avez cette ombre comme ça tutélaire et à un moment, pour donner de la place, ce que vous désirez profondément à une femme dans votre vie, il va falloir que votre mère en ait un petit peu moins de place. En tout cas, qu'elle soit à sa juste place. D'accord. Et c'est compliqué Ouais, avec la place qu'elle a occupée et qu'elle occupe d'autant plus étant donné les circonstances de sa mort. Ouais. Et je pense que ça serait important que vous parliez de ce lien. Beaucoup parlé, mais il y a aussi En le poids de la thérapie. culpabilité, vous savez. Enfin, le suicide, Oui. c'est quelque chose de très permissif, de très insidieux. C'est quelque chose de très très compliqué à vivre parce que du coup vous culpabilisez quoi. Oui. Vous refaites 100 fois les choses dans votre tête. Surtout que ma mère s'est donnée la mort à un moment où j'aurais jamais pensé qu'elle se serait donnée la mort, mais jamais. Jamais. Parce qu'elle allait plutôt bien à ce moment-là. Oui, la veille au soir, c'était le 6 septembre 2004, la veille au soir, il y avait Tanguy qui passait à la télé et je me souviens que j'étais à la maison. Tanguy. Et, ouais. Oui. Et un super film d'ailleurs. Et du coup, j'entendais ma mère qui riait aux éclats. Oui. Et c'était quelque chose ah, mais c'était un soulagement. Vous pouvez pas imaginer. De l'entendre rire. Ah ouais, totalement. Oui. Ma mère en plus avait un rire assez merveilleux et Un beau rire. communicatif. Oui. Ouais. Oui. Donc ouais. Ben ouais. Et Oui, donc, ça a été d'autant plus brutal pour vous. Ouais, Oui. c'était totalement brutal, ouais. Ouais. Donc, Elle avait déjà fait des tentatives de suicide. Oui, Ouais. en 2002. Et voilà. Et à l'époque, elle allait dans des centres de repos. Et là-dessus, c'est là où je m'en veux parce que c'est là où j'ai pas été assez présent. Pour elle, j'avais du mal, j'avais honte et j'avais du mal à aller la voir. J'avais du mal à la voir dans cet état-là avec des médicaments. Quand j'allais la voir, elle se souvenait à peine de moi. Oui, mais vous voyez bien, Nicolas, que quand elle s'est donné la mort, c'était un moment où apparemment elle n'allait pas mal. Enfin, et peut-être qu'elle a été, il y a parfois, elle a agi sous une lettre où elle a mis ses dernières volontés, une lettre que j'ai relue d'ailleurs. D'accord, donc c'était d'accord, parce que elle aurait pu agir sous le coup d'une impulsion suicidaire, d'un raptus. Non, donc il y avait quelque chose de prémédité. La lettre, elle est incroyable, la lettre, à citer de Garpeau, à citer de Garpeau sur le tombeau, sur la mort, et d'un autre côté, elle va vous mettre, par rapport à mon père, elle lui met au fait, Charlie, donc en parlant de mon père, tu n'engueuleras pas Nicolas par rapport à la Redoute où j'ai dépensé 30 € et tout, c'était pour lui. Enfin, la lettre, elle est incroyable de lucidité sur les choses, sur ce qu'elle vivait, comme si elle s'était préparée depuis de longs mois à cette échéance. Mais ce qu'il faut savoir... Ça vous montre bien à quel point vous n'êtes pas responsable. Ouais. Même si, voyez, la culpabilité, elle est malheureusement inévitable dans ces circonstances-là, parce que c'est là où c'est toujours terrible, le suicide, évidemment, pour la personne qui met fin à sa vie, mais pour ceux qui restent. Alors que vous n'êtes en rien responsable. Il y a le présent, de toute façon, sert de détonateur. Il y a toujours à chercher dans le passé, voyez, dans l'histoire de votre mère. Oui, je vous ai interrompu. Vous avez très bien pointé du doigt, c'est cette insécurité. Ouais, c'est totalement le mot que je sortais. Et également à mettre en parallèle de ça, c'est que ma mère, en fait, donc quand je vous parlais de vie dissolue, c'est que ma mère, en fait, donc elle s'est mariée en 1978 avec mon père. Bon, vous savez, à l'époque, c'était des mariages un peu de complaisance, de village. Bon, elle était jeune et belle, elle avait 21 ans. Voilà, elle s'est mariée à cette époque-là. Et mes parents, après, sont partis au ski en 84. Et ma mère a rencontré un homme et a eu une liaison avec cet homme pendant 6 ans. Et c'était vraiment l'amour de sa vie. Donc, il s'appelait Jean-Claude.
Et il travaillait dans la même boîte que travaille mon père d'ailleurs. Donc, ce qui crée énormément de tension à la maison, parce que forcément, mon père l'a su qu'il était cocu, parlait vulgairement, et du coup, il frappait ma mère, et moi j'étais obligé de séparer mes parents, donc c'était quelque chose de très délicat à vivre, pardon. Et en 1990, Jean-Claude donc a demandé à ma mère de faire un choix, soit de rester avec lui définitivement, soit de rester avec Charlie et tout. Et ma mère a dit non, je reste avec Charlie pour préserver les enfants. Sauf que Jean-Claude n'a pas supporté et il s'est pendu le lendemain, en août 1990. Et je me souviens encore de la tête de ma mère dans la cuisine, complètement anéantie, déboussolée. Mon père, un peu le cul entre deux chaises par rapport à cette situation. Et voilà. Et dans cette lettre où a mis ses dernières volontés, elle parle de Jean-Claude également. Et voilà. Et ce qui était amusant, entre guillemets, dans cette période-là, c'est en 1987, je commence à avoir des souvenirs. C'est que ma mère allait le voir en cachette juste avant d'aller chercher mon père à l'usine. Et je me souviens encore de la tête de Jean-Claude quand ma mère le regardait. Quand il se regardait, c'était quelque chose de vraiment fusionnel, quoi. Et nous, il nous donnait des bonbons, mais c'était pas pour nous acheter. Ça venait vraiment du fond du cœur. C'était un homme très généreux aussi. Oui, mais en même temps, Nicolas, moi, ce que j'entends de l'extérieur, c'est que vous aviez été confronté enfant à des situations que vous n'auriez pas dû vivre, parce que, vous voyez, il y a moyen d'écrire un livre. Un petit garçon qui en vient à séparer ses parents parce que ceux-ci se battent. Ouais. Là, finalement, même si ce monsieur, l'amant de votre mère, était très gentil, d'une certaine façon, vous avez perçu, les enfants perçoivent beaucoup de choses, même s'ils ne savent pas après, tout ce qui est du domaine de la sexualité, ça leur échappe, mais vous perceviez qu'il y avait quelque chose entre cet homme et votre mère qui était plus que de l'amitié, dans les échanges de regards, dans la tendresse, dans ce qui émanait d'eux. Et finalement, ça vous mettait dans une position très délicate parce que cet homme était là en lieu et place de votre père. Donc vous deveniez un peu complice de la situation. Donc ça vous mettait dans une situation délicate. Voyez, donc vous avez vécu des choses qui n'étaient pas... vous n'étiez pas à votre place. Et tout ça est très insécurisant pour un enfant. Ouais. Donc, voyez, aujourd'hui, vous me dites, je rebondis sur ce que vous me disiez de votre vie sentimentale dissolue, où vous portez un jugement très implacable, où vous vous faites votre propre... Oui. Non, mais vous êtes votre procureur, là. Voyez, moi, je vais faire un peu l'avocat de la défense, parce que vous dites, dans le contexte familial, vous avez d'abord parlé de votre mère, où il y avait beaucoup de souffrance. Et le contexte familial que vous décrivez, vous avez grandi dans un milieu familial très insécurisant. Et où, au sein d'un couple, où il y avait beaucoup de conflits et où finalement, votre mère dit qu'elle est restée pour les enfants. Quelle dette énorme! Enfin, vous voyez, ça vous met, vous, dans une dette terrible. C'est-à-dire, alors après, ça se trouve, c'était pas la véritable raison. Il y en avait d'autres derrière ça. Mais vous, si vraiment, vous voyez le sacrifice que ça représente? Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Un suicide, enfin, le prix à payer que ça représente? Alors après, comment construire sereinement? Non, mais je poursuis quand même, permettez-moi. Comment construire sereinement un couple? Vous voyez, qu'est-ce que c'est la vie de couple? Et le couple, à quel prix? Voyez, après vous me dites, comment ne pas avoir peur du couple et de la vie conjugale et de, voyez, qu'est-ce que vous décrivez là? C'est quoi le couple? Ça vous fait peur, oui? Ouais. Moi, ma plus longue relation, elle a duré 3 ans et donc ça s'est terminé en avril 2008. Et depuis 4 ans, j'ai des relations. Alors c'est sûr que les filles, oui, j'ai collectionné, mais ça dure pas longtemps.
Mais non, mais parce que vous avez peur au fond. Ouais, j'ai peur, ouais. Et voyez, je reçois un message de Brigitte qui est terriblement juste, qui dit la culpabilité sert aussi à se masquer qu'en fait on est dans une situation d'impuissance totale et ce qui au fond est terrible. Parce que quand vous êtes enfant, vous êtes forcément dans une situation d'impuissance. Vous ne pouviez rien faire. Et souvent, quand on se sent par rapport à un parent, coupable par rapport à la souffrance de son parent, c'est une façon, Brigitte a raison, de se dire aussi que c'est une façon d'éviter de parler de sa propre souffrance, de se sentir coupable. C'est une façon détournée de dire je me sens coupable de ne pas avoir pu l'aider, de ne pas avoir été là. C'est aussi une façon de ne pas dire à quel point soi-même on souffre. On souffre bien sûr de se sentir coupable, mais à quel point vous-même vous avez souffert, enfant, et à quel point aujourd'hui encore vous souffrez. Et ça vraiment, cette souffrance-là, il faut la prendre au sérieux parce que ça vous empêche d'avancer. Ouais, peut-être, ouais, certainement, ouais. Non, mais après, moi, je suis un mec assez cool, j'aime la vie plus que mais j'en doute pas, j'en doute pas. Mais voyez, vous êtes en train là. Bon, ok, d'accord. Je sais pas très bien ce que ça veut dire le côté cool et tout. Bon, okay, très bien. Vous aimez rigoler. J'adore rire de moi-même, par exemple, l'autodérision. Oui, mais l'autodérision, d'accord, bien. C'est une bonne défense. Très bien. Mais vous en sortirez pas avec moi par une pirouette. Surtout pas au moment où je suis par rapport à ce que je viens de vous dire. D'accord. C'est très bien l'autodérision. Ça montre avoir de l'humour, faire preuve d'autodérision. C'est un signe d'intelligence. Très bien, Nicolas. Ok, mais vous me sortez ça au moment où je parle du fait qu'il y a aussi une grande souffrance chez vous. Donc c'est aussi une façon d'être sur la défensive. Mais donc prenez quand même, allez parler de ça, quoi, puisque vous me dites quand même, si vous m'appelez, c'est aussi pour me dire que vous vous sentez bloqué par rapport à vos aspirations et par rapport à vos attentes. Ouais. Bah oui, parce que j'ai pas une image de couple comme vous avez dit tout à l'heure. Non, vous pouvez pas l'avoir. Ah ouais, c'est chaud. Comment je fais, moi, si je veux avoir des enfants? Bah attendez, vous avez 32 ans, vous avez la chance de pouvoir avoir des enfants. Vous voyez, déjà, vous n'avez pas une horloge biologique comme une femme. Donc, encore jeune, beau, insouciant. Vous êtes jeune, beau, insouciant, je sais pas, mais bon, vous êtes jeune, beau, intelligent, vous pouvez avoir des enfants, il n'y a pas de souci. Ouais. Simplement, il faut un peu, aller parler et vous faire aider. Et vous allez, à un moment, vous libérer un peu de vos peurs. J'étais voir un psy, moi, déjà, à l'époque. Et, voilà, pour autant, alors ce que vous dites, c'est très juste, j'ai rien à redire là-dessus. Juste pour la défense de ma mère, c'est que, à l'époque, vous savez, Mais je l'accable pas, votre mère. Ah ben, je sais bien. Je sais bien, mais en fait, à l'époque, vous savez, les divorces, c'était hyper tabou, quoi. C'était hyper tabou, c'était compliqué. Nous, on vient d'un petit village, donc au fin fond de la Charente-Maritime, donc c'est très, ça se faisait pas. Non, mais attendez, qu'il n'y ait pas de confusion. Quand on en arrive à mettre fin à ces jours, c'est qu'on est dans une détresse terrible. Hein. Donc, justement, c'est important de pouvoir parler, de pouvoir, voyez, c'est. Et à un moment, cette histoire familiale, de pouvoir en faire quelque chose c'est votre histoire familiale, l'intégrer, mais qu'elle vous empêche pas de construire votre vie, vous. D'accord. C'est important que vous arriviez à construire votre vie avec cette histoire-là. Mais malgré tout, mes parents, quand ma mère ça allait et tout, j'ai malgré tout vécu une enfance. Il y a eu aussi des bons moments, je n'en doute pas. Je n'en doute pas qu'il y a eu des bons moments. Oui, il y a eu des bons moments, mais je n'en doute pas. Il y a évidemment, heureusement pour vous. Sinon, vous n'auriez pas. Vous êtes structuré, ça s'entend. Hein. Ça s'entend que vous êtes structuré. On peut avoir une souffrance en soi, quelque chose qui bloque à un moment, et sans pour autant, on entend bien que vous êtes tout à fait un garçon intelligent et structuré. Simplement, il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche à un moment d'avancer comme vous le voudriez. Et c'est quand même dommage, en étant intelligent et structuré, de rester sur ce blocage. Ouais.
C'est tout. Alors, pour vous, alors, il faudrait que j'aille voir, enfin, que je retourne voir un psy, quoi. Alors, Je crois. ouais. Oui. D'aller dans... un peu parler de vos peurs. Mais maintenant, par rapport à vous, à votre histoire et comprendre, voyez, pour essayer de dépasser certaines... Vous êtes jeune, quoi. Vraiment, il y a vraiment tout reste à construire. Vraiment. Ouais. D'accord. Un petit message pour conclure de Chaudron de la Barque qui dit: à travers ces corps qui s'enchaînent, vous semblez être à la recherche d'un cœur, pas comme les autres, un cœur unique qui pansera vos plaies et vous aidera à acquérir la sécurité intérieure qui vous fait cruellement défaut depuis votre plus jeune âge. Vous avez porté sur vos épaules un lourd fardeau, à présent vous exultez afin de mieux vous en délester peut-être. Néanmoins, rien n'est figé dans le marbre, vous pouvez prendre une autre direction, celle d'un bien-être, d'une sécurité intérieure. Vous avez probablement besoin de trouver un espace de dialogue où vous pourrez déposer tout cela et aller peu à peu de l'avant. Je vous souhaite beaucoup de courage et d'acquérir la quiétude que vous recherchez tant, vous dit Chaudron de la Barque. Il y a des gens intelligents qui nous écoutent, hein. N'est-ce pas? Et qui nous appellent. C'est franchement, c'est ça, ouais. Mais, et un petit message qui dit, Brigitte aussi, faites un travail de manière à ce que votre amour pour votre mère vous porte au lieu de vous entraver. Ouais. C'est très bien dit. Je suis pas forcément sûr que ça m'entrave à 100%. Enfin bon, je vais aller consulter, quoi. Et quelqu'un qui dit: ma mère a été dépressive, on culpabilise parfois de lui en vouloir. Il faut accepter sa colère, qu'elle est légitime, c'est une maladie destructrice. Il y a aussi des choses à travailler, c'est vrai, sur la colère. D'accord. Je vais faire comme sur la colère, sur la culpabilité. Le spectacle de Gad Elmaleh où il dit je vois quelqu'un, je me fais suivre, en fait, c'est ça, en fait, je vais aller voir. Je vais voir un petit pour le dire. Voilà, pourrait faire ça, ouais. Ouais, d'accord. Mais s'il y a des gens qui veulent me parler, sur mon portable, tout, enfin, moi je suis ouvert à... Alors, il y avait un message, là, quelqu'un qui disait qu'il se retrouvait dans votre même jeunesse, même, voilà, et dit: donnez mon numéro, je m'entends en lui, mais alors le numéro n'est pas complet. Je précise à l'auditeur ou l'auditrice, voilà. Ben oui, voilà, c'est l'émotion, donc je le dis, voilà, mais vous pouvez appeler le 3921 ou nous laisser un petit SMS, on transmettra à Nicolas. Ah oui, alors par contre, oui, non, j'ai un souci pour les textos, parce que j'ai un vieux téléphone et... Non, mais si les auditeurs peuvent nous envoyer, et on vous transmettra. On vous transmettra, Nicolas. Ok, super. Je vous remercie, Caroline. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Je vais aller voir, je vais faire ce que vous me... Faites-vous suivre. Voilà, je vais me faire suivre, voilà. Ok. Merci, je vous embrasse. Merci au revoir. Au revoir, bonne soirée. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Nous allons accueillir dans quelques minutes, je crois, Marianne. Bonsoir, Marianne. Oui, bonsoir, Caroline. Je suis très émue parce que c'est la première fois que je parle à l'antenne. Mais voilà ce que j'ai à vous exposer. Alors, je suis donc une dame âgée. Je ne me cache pas. Moi, je dis toujours mon âge. Je viens d'avoir 80 ans. Je me porte bien. Mais il n'y a pas de raison de vous cacher. Oui, je suis en pleine forme. Je fais encore pas mal de bénévolat. Je fais de la peinture. Je fais un peu de tout. Voilà. C'est formidable. Je roule en voiture. Ah bah oui, j'ai de la chance de ce côté-là. Et je suis veuve depuis une dizaine d'années. Et j'habite seule dans ma maison paternelle, dans laquelle j'ai toujours vécu, mais où j'ai effectivement beaucoup de frais. Or, j'ai un fils unique qui habite dans une belle île outre-mer et qui est parti déjà très jeune. Il s'est expatrié, il a pris carrière, et qui voudrait bien que, vu mon âge et mes frais et tout ça, et puis que je vende ici et pour m'installer près de lui. Oui. Alors, vous voyez, j'y suis allée plusieurs fois déjà en vacances et tout. J'ai encore été à Noël. Et puis, mais je supporte quand même très mal ce climat excessivement chaud pendant 5 mois sur 12, les grosses chaleurs et tout. Mais enfin, il est près de la mer avec une belle piscine et tout. Mais quand même, j'ai beaucoup de mal à prendre cette décision parce que elle est très dure pour moi, vous voyez. Parce qu'ici, j'ai mes habitudes, j'ai de très bons amis qui sont toujours occupés de moi depuis que je suis seule. Et je me vois quand même mal m'expatrier, j'appelle ça me déraciner, pour aller à l'autre bout du monde. Oui, je comprends. Alors, j'aurais voulu avoir votre avis un peu de ce côté-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis vraiment entre deux feux. Oui, je comprends, ouais. Voilà. C'est scabreux,
Non, scabreux, non. Non, c'est délicat. Délicat, très délicat. C'est délicat parce que, alors, c'est vrai, ça vous occasionne beaucoup de frais, évidemment, une grande maison, c'est lourd. Évidemment. Il n'y a pas moyen de réduire déjà un peu les frais Non, c'est une grande maison avec un grand jardin. Mais je m'y sens bien encore pour le moment, vous voyez. Mais j'entends que vous avez la chance d'être en bonne santé, vous êtes entouré. Santé, oui. Voilà, vous êtes entouré, vous avez des amis. Seulement le fils s'inquiète parce que il dit ça va malheureusement pas durer encore une éternité. Vous voyez. Oui, mais enfin, il sera toujours temps de voir. Oui, je pense. Parce que c'est ça, vous n'êtes pas dans l'urgence. Non, je ne suis pas du tout dans l'urgence. Non, je ne suis pas dans l'urgence. Alors, il est prévoyant. Alors, il est prévoyant, il veut anticiper. Il veut anticiper. Oui, il me dit qu'il faudrait quand même voir. Mais j'entends votre terme et je crois que je comprends que vous le viviez comme ça, c'est-à-dire d'être déraciné. Voilà. Alors certes, vous vous rapprocheriez de votre fils, vous seriez mais déjà il y a le fait que vous iriez donc dans un territoire d'outre-mer où il fait chaud. Alors déjà le climat c'est quand même important parce que vous pouvez être très incommodé par une forte chaleur. C'est vrai quand on n'est pas habitué. Et puis c'est vrai qu'avec l'âge souvent on supporte moins bien les très fortes chaleurs. Bon. Et puis ici, je suis quand même dans l'est de la France, vous voyez, on a alors quand même pas mal d'hiver et pas mal de froid. Passer de l'est de la France à une île où il fait très chaud, Et puis, le fait que vous avez quand même toutes vos habitudes de vie, une indépendance, et avec la chance d'être entouré, d'avoir des amis, des activités, où là, vous allez être, oui, c'est vrai, proche de votre fils, mais dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Oui, il y a beaucoup de choses qui me manqueraient. C'est ça le problème, c'est que là-bas, vous ne connaîtrez, à part votre fils, personne. Oui, enfin, alors, ma belle-fille, la famille, qui est très gentille, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez votre fils et sa femme. Et vous... Voilà. D'accord. Et puis, d'accord, mais c'est des gens qui ont le cœur sur la main. Je sais que je serai très bien accueillie et tout, mais quelque part, il me manquerait quand même beaucoup de choses. Que je quitterai ici. Je comprends. Obligée, oui, je comprends. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est dur à décider. Oui. Très dur pour moi. Alors, il y a Osiris qui dit, mais après tout, est-ce qu'il y aurait une façon de couper la poire en deux en disant vendre, mais en restant sur place? Oui. Vous êtes attaché à la maison. Il y a une résidence pas loin, à 5 km d'ici, dans une proche ville, quoi, où je participe déjà à des loisirs, vous voyez, je fais des quiz avec, on fait des sorties au cinéma, à la piscine et tout. Là, je me trouverais moins dépaysée qu'en quittant tout et en m'expatriant, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais alors lui, mais il dit, tu n'as quand même que moi j'ai que toi. Tu es seule, parce que moi je suis fille unique aussi. Alors en même temps, il est très c'est bien, il est très prévenant, il est très attentionné, il est très aimant. Mais peut-être il faut qu'il tienne compte de vous aussi, c'est-à-dire que vous, si c'est pour ne pas être bien non plus là-bas, vous voyez, c'est-à-dire que pour le moment vous allez bien. Vous pouvez le rassurer en disant que si vous sentiez que vous étiez un peu moins bonne santé, un petit peu plus fatigué ou un petit peu plus, bien sûr que vous n'hésiteriez pas à ce moment-là à le rejoindre, mais que pour le moment, heureusement, vous allez bien et que il y a cette question des frais, c'est ça qui vous... Oui, ça aussi, encore en plus. C'est important ? Ah oui, c'est quand même très important. J'ai beaucoup de chauffage, par exemple. Là, on a quand même, on met le chauffage ici dans l'Est 8 mois sur 12. Oui, forcément, dans l'Est. Ah oui, et puis j'ai quand même des impôts aussi à payer. Et puis j'ai un grand prêt derrière que je prends quelqu'un pour tondre et tout ça, vous voyez. Mm-hmm. Alors j'ai beaucoup de frais. Et puis encore, je roule la voiture, il y a encore ça. Mais j'aime cette indépendance pour le moment. Je me plais encore. Alors c'est encore tenable comme situation. C'est encore tenable, oui. C'est pas catastrophique. Vous voyez, je tiens encore, oui.
Mais il ne faudrait pas que je tombe malade, par exemple. Vous voyez. Ah, ben oui, bien sûr. C'est ça que j'ai peur. Mais oui, mais en fait, il faudrait pas non plus que l'appréhension vous rende malade, vous voyez, parce que pourquoi c'est tout. Pour le moment, écoutez, tout va bien. Oui, pour le moment, j'arrive à mon âge et je prends même pas encore de médicaments. Moi, c'est formidable. Ah oui, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Alors, arriver à 80 ans et prendre aucun médicament? Oui. C'est exceptionnel. Oui, même. c'est exceptionnel. Oui, écoutez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être comme vous. Je fais aussi pas mal de choses pour m'entretenir, vous voyez. Ah, ça certainement. Oui, et puis après, c'est une question de chance. Hein. Vous avez de bons gènes. Hein. Vous avez de bons gènes et puis c'est tout. Hein. Oui, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, donc alors écoutez, voilà, j'aurais voulu avoir votre avis un peu, parce que je vous écoute pratiquement tous les soirs là au lit, ou des fois je lis, je fais encore des mots croisés dans le lit. Alors je vous écoute un petit peu en même temps. Ouais. Ah bah oui. Alors j'aurais voulu savoir un peu votre avis à ce sujet. Bah écoutez, moi je trouve que dans la mesure où vous pouvez vous y rendre comme ça pour les vacances, et c'est formidable, vous allez le voir, votre fils et votre belle-fille quand vous le souhaitez, vous pouvez y rester autant de temps que vous le souhaitez, puisque finalement ça dépend de vous. Vous trouvez un bon compromis. Alors, si vraiment les frais devenaient trop importants, il y aurait toujours la possibilité, comme le dit Osiris, de vendre la maison et puis d'être dans un logement plus petit. Dans cette résidence. Dans cette résidence. Comme dit Brigitte, il semble que vous ayez la réponse à votre question, non? Moi, on vous sent, on sent que vous avez de vous-même, vous avez pris un peu la décision, hein. J'ai un peu ça derrière la tête. Oui, vous avez besoin d'être conforté, mais vous n'avez pas envie de bouger, hein. J'ai pas envie de bouger pour le moment. Voilà. Moi, je pense que c'est tout. Mais c'est plus le dire à votre fils qui vous pose problème. Vous avez peur qu'il en prenne ombrage. Oui, mais oui. Il s'inquiète quand même. Alors comment vous pourriez le rassurer? Comment je pourrais en lui montrant votre... on va faire comme avec les chefs d'État, lui présenter votre bilan, voyez. Les chefs d'État, on publie chaque trimestre, je sais plus, chaque mois leur bilan de santé. Vous allez faire pareil avec votre fils en disant mes analyses sont très bonnes. Oui, tout va très bien. Sait, je lui répète, ça il le sait. Oui. Hein. Oui, puis je roule la voiture, je fais mes courses toute seule, je fais encore des courses pour des autres personnages qui n'ont pas de voiture. Il faut lui dire, et puis peut-être en lui disant que vous n'attendriez pas non plus d'être vraiment mal, et d'ailleurs, ça se trouve, j'espère, je le souhaite pour vous, que vous pouvez très bien, ça peut très bien continuer comme ça, vous pouvez rester en pleine forme. Peut-être encore quelques années. Mais bien sûr, Alors, je retarde toujours l'échéance, vous voyez. Je retarde toujours l'échéance, je dis j'ai encore le temps devant moi et comme ça. Oh là là. Mais bien sûr, écoutez, je crois que il faut lui dire que dans cet environnement, vous avez tous vos repères et que vous craignez d'être déraciné, même si vous êtes très heureuse de pouvoir aller les retrouver. Et de passer comme ça du temps, leur compagnie, et que vous êtes très très touché qu'ils se soucient comme ça de vous, mais qui le rassurer en lui disant que vous êtes heureuse, que c'est votre environnement, que c'est votre mode de vie et que finalement peut-être que à votre âge on vous déplace pas comme ça. Voilà, vous pouvez jouer sur votre âge, dire voilà, on vous déplace pas comme ça et que vous avez besoin de on vous déracine pas comme ça. Dire c'est pas comme quand on est plus jeune, vous avez besoin de vos repères. Voilà. Pour des voyages, oui, mais bon. Vous avez besoin de vos repères. Je vous propose qu'on accueille Aline qui est avec nous au 3921. Elle va peut-être nous donner comme ça quelques conseils. Oui, bonsoir Aline. Voilà. Bonsoir Caroline et bonsoir madame. Bonsoir. Là, je me suis permise d'intervenir. J'interviens de temps en temps quand ça fait tilt dans le cœur. Et puis moi j'abonde dans le sens de Caroline Dublanche parce que cette dame a l'air en pleine forme. Je vais dire malgré ses 80 ans. C'est écoutez, moi je suis aide-soignante et c'est pas à ce titre finalement que je téléphone, mais moi j'avais une petite piste. Oui. Éventuellement, comme votre maison est très grande, madame, ne pourriez-vous pas louer certaines pièces à des jeunes étudiants ou je ne sais pas comment est constituée votre maison, mais pour amortir un petit peu les frais qui ont l'air quand même assez imposants.
Oui, d'accord. Et peut-être ça vous arrangerait au point de vue financier. Et quant à partir, moi je suis tout à fait d'accord sur le mot déraciner. Voilà. Mais je dirais même m'expatrier. Malgré que c'est un territoire outre-mer. Mais oui. Oui, mais bon, j'entends aussi l'inquiétude de votre fils, parce que bon, en étant aide-soignante, si vous voulez, je vois un petit peu les deux facettes. Mais ces personnes qui sont âgées et qu'on emmène de chez eux comme ça, parce que voilà, il y en a qui en ont très besoin et il y en a d'autres qui en ont moins besoin parce que c'est dur de quitter tout ça. Et puis, comment dire, vous avez vécu tout le temps là et ça fait une bonne distance, si je peux me permettre, et un bon changement de climat aussi. Ça fait 10 000 kilomètres. J'entends bien tout à fait l'inquiétude de votre fils parce que je suis moi-même... Bon, j'ai plus mes parents, hélas, mais bon, ils étaient moins loin et j'aurais aimé qu'ils soient plus près. Je sais pas, moi je vous conseillerais presque, si je peux me permettre, de rester chez vous, madame. De rester quand même chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour le moment j'y reste parce que je me trouve bien, en pleine forme, ça va. Et pour les frais, bon, pour le moment, ça a encore été. Oui, mais c'est pas mal, hein. Ça peut être une piste, Aline. Hein. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas comment est faite votre maison, bien entendu, mais je pensais, ça m'est venu avec des entrées. S'il y a des entrées indépendantes, ça peut être pas mal. C'est une grande maison, éventuellement. Peut-être trouver des jeunes étudiants ou même d'autres personnes. Vous savez, des personnes seules qui n'ont pas forcément envie d'habiter dans un petit appart tout seul ou même en étant indépendante chez vous. Je ne sais pas comment c'est fait. Ne pourriez-vous pas louer une ou deux pièces et ça amortirait un peu les frais? Oui, enfin, il faudrait quand même que j'engage encore des frais supplémentaires, disons. En tout cas, pour d'autres personnes, bon, vous, ça semble pas trop vous convenir, Marianne, mais c'est vrai que ça peut être parfois une piste intéressante. Ça permet de partager, d'avoir un loyer. Ça baisse les frais. Enfin, moi, j'ai pensé à ça. Il y a Nadège qui vous rejoint, qui dit par expérience auprès de personnes âgées, un changement radical à un certain âge peut entraîner des pertes de repères rapides. Et ce serait vraiment dommage parce que vous êtes en pleine forme. Ah oui, je me sens. Honnêtement, bon, c'est vrai que les conseilleurs sont pas les payeurs. Non. C'est vrai, mais certes, après tout, il sera bien toujours temps de partir. Quand, j'ai le temps de voir. Ou alors après, je veux dire, avant de partir, il y a aussi des modes de maintien à domicile avant de partir carrément vers votre fils. Pourrait peut-être lui dire ça pour le sécuriser. Voilà, c'est ce qu'il faudra dire à votre fille, je pense. Mais franchement, vous êtes bien là où vous êtes. Donc, voilà, je crois qu'il faut lui dire, vous avez pris votre décision tranquillement. Écoutez, vous êtes suffisamment grande pour décider comme vous le souhaitez. Voilà, vous avez bien fait de nous appeler en tout cas. Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de votre appel. Souvent le soir, merci. Même jusqu'à 1h du matin, là. Voilà. Alors, elle est en pleine forme, cette dame. Hein. Voilà. Et je lis, et je fais des mots croisés, et je fais de la peinture, et je fais du bénévolat, et voilà. Oh là là, beaucoup de choses. Bravo, madame. Voilà, alors je vous remercie beaucoup, Caroline, et tout le monde, parce que j'avais vraiment envie d'avoir les opinions d'autres personnes, vous voyez. En tout cas, il y a Béa qui dit, ce qui est important, c'est de dire à votre fils que vous êtes rassuré, aussi de le savoir si prévenant. Vous voyez, c'est-à-dire que pour vous, ça c'est très rassurant de savoir qu'il est là et puis aussi si prévenant, si aimant. Je sais qu'il est heureux là-bas, il est heureux. Et puis il y a quelqu'un qui vous et puis aussi de le savoir heureux, comme vous dites. Heureux, Eh bien, il y a quelqu'un, Aline, qui rebondit sur vos conseils, qui dit j'ai moi-même loué une chambre chez une personne âgée. Mais il y a Paris Solidaire, c'est une association même qui fait ça, je crois, justement, où on peut louer des chambres comme ça, partagées chez des... Je suis en province, je suis à Clermont-Ferrand. Ça se fait aussi en province, d'accord. Il va falloir qu'on se quitte parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais merci beaucoup. Écoutez, continuez comme ça, Marianne, restez bien dans votre environnement, en pleine forme surtout. Et merci à vous, Aline, de votre appel. Au revoir, bonne nuit. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.